Bonjour, pour le club des optimistes, je suis en compagnie de Paul Fontaine. Il est résilient, athlète, conférencier. Bonjour Paul. Bonjour. C'est quoi exactement résilient, athlète, conférencier? Et vous faites des conférences autour de viser l'impossible. C'est quelque chose que vous avez appris, j'imagine, à l'école ou vous avez passé des diplômes? Non, pas du tout. C'est une très longue histoire. J'ai 33 ans, donc je m'appelle Paul Fontaine, j'ai 33 ans. Je vis avec la mucoviscidose. Et donc j'ai été diagnostiqué de cette maladie à 2 ans. Et puis bon, pendant très longtemps, j'ai été dans le déni, j'avais honte, j'en parlais pas, je portais un masque et je faisais semblant de plein de choses, d'être normal entre guillemets en société et puis malade quand j'étais chez moi sous traitement. Et puis un jour, j'ai décidé de me lever de mon canapé et puis d'aller chercher le bonheur partout là où il est, d'aller me battre, donc d'entrer dans une forme de résilience. Et de me mettre à faire beaucoup de sport, et puis après ça j'ai eu envie aussi de partager ce que je faisais. Paul, est-ce que tu peux nous présenter cette maladie, la mucoviscidose? Donc c'est une maladie génétique qui touche 6500 personnes en France, principalement des enfants, parce qu'il y a une espérance de vie de 47 ans, un âge moyen de décès de 27 ans. C'est une maladie donc, qui touche le chromosome 7. Et il y a une erreur génétique qui fait que une protéine, ce qui s'appelle la protéine CFTR, n'est pas bien synthétisée. Et les sécrétions du corps sont plus épaisses, notamment dans les poumons et puis dans le système digestif. Et il y a des problèmes de digestion des graisses avec le pancréas. Il y a des problèmes au niveau de l'intestin grêle aussi. Et puis surtout au niveau pulmonaire. Donc un mucus dans les poumons qui est un petit peu plus épais. On a tous du mucus dans les poumons. Le mien est un petit peu plus épais et du coup il s'infecte, il s'accumule et puis il crée des lésions dans les poumons et la capacité respiratoire est censée diminuer. Et là par exemple, avec combien vous vivez des capacités pulmonaires? Alors j'ai aujourd'hui 60% de capacité respiratoire. Et ça faisait une dizaine d'années que j'étais à 55%. Mais c'est censé diminuer? C'est censé diminuer et puis c'est censé aller jusqu'à 30, 20, 15%. Et puis derrière, comme c'est une maladie où il n'y a pas de médicaments, la seule alternative à la maladie pour l'instant c'est la greffe de poumon. Et ça c'est autour de 15-20% de capacité respiratoire. C'est une opération à haut risque qu'on ne peut pas faire maintenant, dans mon cas. Et oui, donc la capacité est censée diminuer. Et j'ai réussi déjà l'été dernier à remonter à 64%. Et mon objectif c'est de remonter encore plus haut et puis de continuer sur cette voie. Mais Paul, remonter, comment ça se fait? On remonte comme ça, sans rien faire? Non, je fais énormément de sport, donc du défi sportif, je fais du sport 4-5 fois par semaine. Je passe énormément de temps à faire ma kiné. Et je faisais du sport avec mes frangins quand j'étais enfant. Donc on était 4 frères à la maison et puis le mercredi après-midi et le samedi on faisait pas mal le bazar. Alors mes parents ils nous montaient dans la voiture, mon père, et on était censé revenir en courant une fois qu'il nous avait posé dans le village d'à côté à 3 km. Alors celui qui avait énervé mes parents plus que de raison à ce moment-là, soit il courait devant pour éviter les embrouilles, soit il avait peut-être déjà eu 2-3 bricoles et il courait derrière en pleurant. Enfin c'était comme ça que je faisais du sport quand j'étais petit. Une fois par semaine, une fois tous les 15 jours quoi. Pendant pas mal d'années, j'ai passé beaucoup de temps à attendre dans le déni, à faire semblant de plein de choses. Et puis j'ai eu un déclic en 2009-2010 à la fin de mes études. Et j'ai pris conscience qu'il fallait... j'avais du temps devant moi aussi, donc je me suis acheté un vélo. J'ai commencé à pédaler, à faire du vélo 3 fois par semaine, comme ça. Et pour évacuer beaucoup de colère que j'avais en moi. J'étais en colère après mes parents, après le médecin, après le monde du travail, après les filles, après Dieu, la société, tout plein de choses. Ça m'a fait du bien de faire du vélo, de commencer à faire tout ça. Et puis petit à petit, je cogitais de toujours autant en faisant tout ce vélo. Et j'allais rouler 2 heures, je revenais, j'avais encore la tête encore plus pleine.
Alors, sur les conseils d'une cousine, je me suis mis à écrire dans un journal intime pour faire sortir beaucoup de négatifs. J'ai fait ça pendant 3 mois. Et puis en même temps, j'ai commencé à lire des livres sur le dépassement de soi, des livres de Philippe Croizon, qui était amputé de 4 membres, qui a traversé la Manche à la nage, de Maud Fontenoy, qui a traversé l'Atlantique à la rame, comme Gérard d'Abbeville aussi. Donc j'ai commencé avec ces livres-là, et puis en même temps des livres de développement personnel avec Laurent Gounel. Et je me suis dit que si pour tous ces gens-là, réaliser leurs rêves, c'était possible, ça pouvait l'être aussi pour moi. J'avais toujours ce rêve de courir le marathon de Paris un jour, courir un marathon. Combien de kilomètres? 42 km 195. Sachant que quelques années avant, j'étais allé courir sur Besançon, vers le pont d'enfer Rochereau et tout. J'avais couru 15 minutes, j'étais revenu tout rouge, j'avais dû vomir, j'avais dû cracher du sang. Et je m'étais dit que je ne courrais plus jamais et que je courrais après justement la greffe de poumon. Et puis donc voilà, ayant lu ces livres, j'ai eu envie de réaliser mes rêves. J'ai eu envie aussi de me lever de mon canapé, de me dire que j'avais toujours le choix d'avoir la vie que je voulais. C'était moi le patron, c'est moi le patron de mon destin, c'est moi qui écris mon destin, c'est pas la maladie, c'est moi qui décide. Et j'ai décidé d'aller chercher le bonheur partout là où il est, et puis de me lever de ce canapé, et puis d'aller me battre, quoi. Donc c'est quelque chose que je dis régulièrement également quand je fais des conférences. On est maître de sa vie, maître de son destin. Je pense que pour moi c'est beaucoup plus facile, mais comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe quand il y a des moments moins faciles, des moments peut-être des dépressions ou des fatigues elles-mêmes? Comment on fait pour surmonter tout ça? Je me dis toujours que, je pense à une petite phrase de Jean Reno souvent, et je me dis déjà demain il fera jour. Demain c'est un autre jour, et si aujourd'hui je cours pas bien, et si aujourd'hui je respire pas aussi bien que je voudrais, parce que je teste des choses tous les jours pour essayer de mieux courir demain, pour essayer d'arriver à mon objectif sportif demain. Donc je teste tous les jours, et déjà voilà, je réfléchis aussi à ce que je peux mettre en place demain pour que ça aille. Donc j'ai toujours un plan B d'avance, on va dire, et ouais, je me dis que de toute façon, dans le pire des cas, je pense beaucoup à une petite histoire qui s'appelle l'analogie de la clé. C'est un ami conférencier québécois qui dit ça, qui dit que la clé, sur une clé de porte, il y a des pics et il y a des creux, et sans les creux, il n'est pas possible d'avoir des pics. Et les creux, donc les moments de moins bien dans la vie, sont nécessaires pour pouvoir rebondir derrière, et pour pouvoir derrière, avec la combinaison des pics et des creux, débloquer la porte. Et c'est toujours dans les moments difficiles, dans les moments de crise, qu'on apprend beaucoup sur soi, et finalement il en reste que des bons souvenirs de ces moments-là. Via le défi sportif et la maladie, j'apprends beaucoup. L'objectif pour moi dans le défi sportif, c'est de m'apprendre, d'apprendre sur mes peurs, sur mes croyances, sur ce que je peux faire, et tout plein de choses. Et en faisant ça, en cherchant à réaliser mes rêves, je suis confronté, et puis face à la maladie aussi, je suis confronté plus souvent à la souffrance, à la douleur, à la difficulté. Et toutes ces choses-là font que ça me rend plus altruiste, plus humain, plus à même de respecter les animaux, la nature. Et je me dis que si les 7 milliards d'êtres humains qui sont sur Terre, on faisait tous ça, on cherchait à réaliser nos rêves en essayant de devenir une meilleure version de nous-mêmes, en agissant avec notre cœur, et ce serait le paradis finalement. Ouais. Et le paradis, il est là sous nos yeux, et là on est devant le Doubs, je le vois depuis tout à l'heure, qui scintille au soleil, et c'est le printemps, il y a plein de petites fleurs qui sentent super bon, il y a des... Et en fait on devrait tous faire comme ça, non? On devrait tous faire comme ça, et être capable de s'arrêter de temps en temps, d'arrêter de courir après l'argent, après tout plein de choses qui nous empêchent de profiter de l'instant. Paul, vous avez cité quelques noms tout à l'heure des personnes qui vous inspirent. On parlait, avant de commencer cette interview, d'une petite fille de 6 ans qui souffre de cette maladie. Elle vous inspire également, hein? Tout à fait, oui. J'étais au téléphone avant-hier avec une petite fille de 6 ans qui s'appelle Zélie, qui est en Bretagne et qui a la même maladie que moi.
Et elle était à 30% de capacité respiratoire. Elle a réussi, elle, à remonter aussi de beaucoup. Et je voulais savoir comment elle avait fait. Et bien sûr, c'est un modèle pour moi, au même titre que les modèles que j'ai pu avoir avant. Philippe Croison, je disais, Maud Fontenoy, Mike Horn aujourd'hui, et puis tous ces modèles de dépassement de soi et de combativité. Mais j'ai aussi ce modèle ces modèles de lâcher prise, d'instant présent, que sont Zélie, que sont ma petite filleule qui a 1 an, que sont Le Petit Prince, que je redécouvre et que je relis ce livre de plus en plus. Et plus je lis, et plus je me dis qu'il y a déjà tout dedans en fait. Et Paul, quels sont les projets? Donc vous continuez à donner des conférences, à partager, parce que j'imagine que vous aimez partager, pouvoir aider les autres également. Quels sont les projets? Alors mes projets, c'est de continuer, enfin de vivre de cette activité de conférencier, donner des conférences à travers toute la France, puis dans toute la francophonie, et donc vivre de ça, partager, transmettre les petits trucs que je mets en place au quotidien pour faire reculer la maladie et pour faire gagner la vie surtout. Mon projet, c'est de faire remonter ma capacité respiratoire au-delà, dans un premier temps, de 70%. Et puis encore plus après, j'ai envie de prouver à mon médecin que c'est possible. Et prouver à tout le monde également. Hein. Prouver également aux autres patients que c'est possible. J'ai envie de... Mon projet aussi, c'est d'inviter mes amis à la maison, de ne pas faire seulement que me battre. Ouais. Parce que je me rends compte que ce que je redoutais le plus avant, c'était de passer ma vie à attendre. Mais passer sa vie à combattre, c'est aussi passer sa vie à attendre. Et il faut savoir aussi, comme je dis, ajuster les voiles, donc se battre et danser sous la pluie en même temps. Et mon projet, voilà, c'est de... Je crois en la vie et aujourd'hui, j'ai envie de faire confiance en la vie. J'ai envie d'aller encore plus loin dans ce lâcher prise pour faciliter encore plus l'expiration. J'ai envie de je m'inspire aussi beaucoup de Guillaume Néry, des apnéistes, et voilà, j'aimerais être un vieux sage, j'aimerais être quelqu'un qui maîtrise son énergie intérieure, j'aimerais être un lac de barrage aussi, une chambre magmatique qui accumule l'énergie, qui la maîtrise et qui la libère, canalisée dans le bon sens, au bon moment, au bon endroit. Et donc il y a ce projet professionnel de conférence, bien sûr, il y a ce projet pour ma santé, il y a le projet aussi, bien sûr, de rencontrer quelqu'un à nouveau, et puis d'être en forme et de remonter au sommet du Mont Blanc. Ah oui, parce que ça, on n'en a pas parlé. Hein. Non, on n'en a pas parlé. Donc, parce qu'il n'y a pas seulement le marathon à 40 et quelques kilomètres, le marathon de Paris, mais il y a le Mont Blanc. L'été dernier, je suis monté à 4500 mètres d'altitude. On a fait le Grand Paradis à 4000 mètres, on a fait tout plein de choses. Dans les Pyrénées, un stage aussi avec 2 fois l'ascension du pic du Midi, enfin bref. Toute une préparation pour monter le dernier jour à 4500 mètres. Et ce jour-là, il faisait moins 15. Et donc, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'à la limite du corps et puis la limite que la nature me permettait ce jour-là. Et la limite était à 4005. Donc ça, il fallait l'accepter. Et puis se dire que le Mont Blanc, il allait m'attendre et puis qu'il sera toujours là cet été. Alors il y a Mohamed Ali qui dit que l'impossible, c'est un truc de faible. Et qui nous empêche d'avancer, et c'est une bonne excuse. Et puis il y a René Char qui dit que l'impossible, c'est une lanterne, c'est quelque chose qui nous guide, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais. Et je me rends compte que dans ma vie, je cherche, j'aimerais toucher l'horizon, j'aimerais embrasser le bonheur, mais on peut pas. Et on peut juste s'en rapprocher, c'est ça l'impossible. Très bien, merci beaucoup Paul. Donc bravo pour... Et puis c'est tout à fait dans le cadre des optimistes parce que vous êtes vraiment quelqu'un de très très optimiste. Voilà, j'essaye, et plus que ça, j'aime pas ce mot-là, d'essayer. J'essaye d'incarner le plus possible l'optimisme, aussi de par mon langage. Et il y a plein de mots que j'utilise plus. Et puis aujourd'hui, je m'inspire beaucoup d'Alexandre Jolien. Et j'essaye d'aller encore plus loin en remplaçant les mais par des et. Voilà, pour être encore plus optimiste. Très bien, merci, félicitations et bonne continuation Paul. Merci Hector.